Regardez votre main. À l'intérieur, des milliards de cellules livrent une bataille silencieuse à chaque seconde, réparant, protégeant et produisant de l'énergie sans jamais demander la permission. Si votre propre biologie refuse d'attendre les secours pour assurer votre survie, pourquoi votre esprit reste-t-il assis là, à espérer que quelqu'un d'autre vienne vous sauver? Si nous prenons le temps d'observer l'architecture fondamentale de la vie au microscope, nous sommes immédiatement confrontés à une vérité silencieuse mais indéniable. La toute première étape de l'existence biologique est la délimitation. Avant même de parler de complexité, de pensée ou de mouvement, la vie doit d'abord résoudre le problème de l'identité physique. La membrane cellulaire, cette double couche lipidique qui ne sert pas seulement à contenir, mais à définir ce qui est Tugwe, soit Yue, et ce qui est Tabara, autre comme moi. Sans cette frontière rigoureuse, il n'y a pas de dedans ni de dehors, il n'y a que l'entropie, une soupe chimique indifférenciée où rien ne peut survivre ni évoluer. C'est ici que commence notre incompréhension fondamentale de la lutte. Nous avons tendance à voir la séparation comme une forme de solitude douloureuse, alors que biologiquement, c'est la condition sine qua non de la vitalité. Pourtant, à l'échelle macroscopique de nos vies humaines, nous passons un temps considérable à essayer de dissoudre cette membrane essentielle, vivant dans l'illusion psychologique que notre stabilité dépend de facteurs externes. Nous attendons, souvent inconsciemment, que l'environnement extérieur pénètre notre intérieur pour y mettre de l'ordre. Nous espérons qu'une validation externe viendra stabiliser notre chimie émotionnelle ou qu'une main secourable viendra réguler notre pression interne. Mais la biologie rejette cette passivité avec une violence silencieuse. Observez le concept d'homéostasie. Ce n'est pas un état de repos, c'est un combat dynamique et perpétuel. À chaque milliseconde, vos cellules pompent activement des ions sodium et potassium contre leur gradient naturel, luttant contre les forces physiques qui voudraient tout égaliser vers le néant. Elles ne demandent pas à la cellule voisine de faire ce travail pour elle. Si une cellule cessait de produire sa propre énergie, si ces mitochondries s'arrêtaient en attendant une livraison d'ATP venant de l'extérieur, la cascade de la mort cellulaire, l'apoptose, s'enclencherait presque immédiatement. Il y a là une leçon brutale pour notre psychologie. Attendre que les autres nous sauvent est une aberration physiologique. Lorsque vous refusez de vous battre seul pour votre propre équilibre, vous violez la loi fondamentale qui vous maintient en vie. Vous demandez à l'univers de suspendre les lois de la physique pour vous accommoder, mais la nature ne négocie pas. Apprendre à se battre seul. Ce n'est donc pas une punition sociale, ni une forme de tristesse isolée. C'est l'acceptation de votre responsabilité structurelle. C'est comprendre que la régulation de votre température, qu'elle soit thermique ou émotionnelle, est un mécanisme interne qui ne peut être sous-traité. Votre sang circule. Grâce à la pression que votre cœur génère, pas celui de votre voisin, et de la même manière, la force nécessaire pour avancer dans l'existence doit émerger de votre propre métabolisme spirituel, car personne d'autre ne possède la machinerie nécessaire pour convertir vos expériences uniques en votre propre survie. Lorsque nous descendons dans les tranchées microscopiques de notre physiologie pour observer le système immunitaire, nous ne trouvons pas une démocratie paisible, mais un champ de bataille perpétuel où la survie se joue dans une solitude absolue. C'est ici, dans cette obscurité biologique, que la notion de se battre seul
prend tout son sens viscéral. Dès l'instant où un agent pathogène franchit vos barrières, avant même que votre conscience ne perçoive le moindre symptôme, une guerre totale est déclarée. Ce qui est stupéfiant, c'est l'immédiateté et l'autonomie de la réponse. Vos leucocytes n'attendent aucune instruction du monde extérieur. Ils n'envoient pas de signaux de détresse vers autrui pour qu'on vienne faire le travail à leur place. Ils identifient l'intrus, le égard, non-soi, EO, et s'engagent dans un combat au corps à corps mortel, car l'évolution a inscrit en eux une vérité fondamentale. Attendre l'aide extérieure est souvent synonyme de mort. Pourtant, dans notre existence macroscopique, nous avons développé une aversion pathologique pour ce genre de confrontation solitaire, cherchant désespérément à aseptiser nos vies émotionnelles et sociales, nous voyons la douleur, l'échec ou la solitude comme des anomalies à corriger par l'intervention d'autrui, alors que biologiquement, ces états sont des mécanismes de signalisation cruciaux. Considérez le phénomène de la fièvre. Nous nous précipitons pour l'abattre, pour retrouver le confort, oubliant que cette élévation de température est une stratégie délibérée du corps pour rendre l'environnement invivable à l'envahisseur. En fuyant nos propres fièvres existentielles, en attendant que quelqu'un d'autre vienne yoguer refroidir nos angoisses ou résoudre nos conflits, nous privons notre psychisme de sa capacité à cuire et à détruire ses propres démons. C'est là que le principe scientifique de l'hormèse devient essentiel pour comprendre pourquoi vous devez affronter vos orages sans parapluie prêté par un autre. L'hormèse décrit comment l'exposition à des doses modérées de stress ou de toxines stimule des réponses adaptatives bénéfiques qui renforcent l'organisme au-delà de son état initial. Un système immunitaire qui n'est jamais mis au défi, qui est constamment protégé dans une bulle stérile, ne devient pas pur. Il devient naïf, faible et finit par s'attaquer lui-même sous forme d'allergie ou de maladie auto-immune. De la même manière, si vous déléguez systématiquement vos combats, si vous attendez que votre partenaire, vos parents ou la société absorbe les chocs de la vie à votre place, vous induisez une atrophie de votre compétence immunitaire psychologique. La véritable résilience ne se transmet pas comme un héritage. Elle se synthétise activement au contact direct de l'adversité. Pour qu'un lymphocyte B puisse créer un anticorps spécifique, cette mémoire moléculaire qui vous protégera à l'avenir, il doit d'abord se lier physiquement à l'antigène. Il doit toucher le danger, l'analyser et le surmonter par ses propres moyens biochimiques. Vous ne pouvez pas emprunter les anticorps de l'expérience de quelqu'un d'autre. Vous pouvez écouter leurs conseils, certes, mais la protection réelle, celle qui est gravée dans la chair et l'esprit, ne peut émerger que d'une infection que vous avez combattue et vaincue dans le silence de votre propre volonté, car la biologie est formelle sur ce point. Ce qui ne vous infecte pas ne vous enseigne rien. En nous élevant vers le sommet de notre architecture biologique, vers cette masse complexe et électrique qu'est le cerveau, nous nous heurtons à la réalité fascinante de la neuroplasticité qui dissipe instantanément le mythe romantique selon lequel la volonté serait un trait de caractère inné ou immuable, alors qu'elle est en réalité une structure physique que l'on bâtit ou que l'on détruit. Le cerveau humain est un organe obsédé par l'efficacité énergétique, une machine biologique impitoyable qui opère selon un principe économique strict. Ce qui n'est pas utilisé est considéré comme un gaspillage de ressources. C'est ici que l'acte d'attendre passivement une aide extérieure devient neurologiquement dangereux, car l'inactivité
n'est pas un état neutre de conservation, mais un signal actif de démantèlement envoyé à vos réseaux neuronaux. Lorsque vous restez assis à attendre qu'une motivation externe vous saisisse ou qu'une autre personne vous pousse à agir, vous laissez silencieusement s'enclencher le processus d'élagage synaptique où le cerveau commence à déconnecter physiquement les voies neuronales associées à l'initiative et à l'effort autonome, jugeant qu'elles ne sont plus nécessaires à votre survie immédiate. C'est une tragédie microscopique. Les chemins de la résilience que vous aviez peut-être commencé à tracer s'effacent, faute de trafic électrique, transformant ce qui aurait pu être une autoroute de la compétence en un sentier en friche, rendant chaque effort futur exponentiellement plus difficile et douloureux. À l'inverse, comprendre la nécessité de se battre seul, c'est comprendre comment on fabrique de la myéline. Cette substance blanche et graisseuse qui s'enroule autour des axones de vos neurones pour isoler et accélérer la transmission des signaux électriques. La myélinisation ne se produit pas par l'observation passive, ni par l'écoute de discours motivants. Elle ne répond qu'à une seule chose. La répétition de l'impulsion nerveuse générée par une action délibérée est souvent inconfortable. Chaque fois que vous vous forcez à avancer dans le brouillard sans tenir la main de personne, chaque fois que vous surmontez une résistance interne sans encouragement, vous forcez un courant à travers un circuit spécifique, signalant aux cellules gliales de votre cerveau d'envelopper ce circuit de myéline, le blindant littéralement pour l'avenir. Personne ne peut déclencher ce processus pour vous, tout comme personne ne peut faire battre votre cœur à votre place, car l'influx doit naître de l'intérieur pour renforcer la structure qui le porte. Si l'impulsion vient toujours de l'extérieur, le circuit interne reste faible, non isolé et lent. C'est pourquoi chercher constamment le soutien des autres pour initier le mouvement est une erreur de calcul biologique fondamentale, car cela vous maintient dans un état de dépendance structurelle, empêchant la cristallisation physique de l'autonomie dans votre crâne. Votre cerveau ne se câblera pour la force que s'il perçoit que la force est une nécessité quotidienne générée par votre propre demande, une demande qui ne peut être simulée par l'action d'autrui, car l'architecture même de votre esprit se sculpte en temps réel, selon les pressions que vous acceptez de subir seul. Il est impératif d'élargir notre champ de vision au-delà de la biologie cellulaire pour inclure les lois immuables de la physique qui gouvernent chaque atome de notre corps. En particulier, la seconde loi de la thermodynamique et son concept central, l'entropie. L'entropie est cette tendance universelle, implacable et éternelle de la matière et de l'énergie à aller vers le désordre, vers la dégradation et vers l'équilibre ultime qui est l'inertie. Si vous laissez une tasse de café chaud sur une table, elle ne deviendra jamais spontanément plus chaude. Elle refroidira jusqu'à atteindre la température ambiante, perdant sa distinction, son énergie et son identité thermique pour se fondre dans la moyenne de son environnement. C'est le destin naturel de toute chose dans l'univers, se déliter, se disperser et s'arrêter. La seule et unique chose qui maintient un être humain en vie, complexe, chaud et fonctionnel au milieu de cet océan de chaos froid, c'est sa capacité à travailler activement contre cette entropie. Une lutte qui exige une consommation constante et massive d'énergie pour maintenir un ordre interne élevé loin de l'équilibre de la mort. C'est ici que l'attitude d'attendre passivement une aide extérieure se révèle être une erreur non seulement psychologique, mais thermodynamique. Point pointu. Lorsque vous attendez que quelqu'un d'autre vienne organiser votre vie, motiver votre esprit ou réparer vos émotions,
vous essayez essentiellement de violer les lois de la physique en espérant maintenir votre propre complexité interne en siphonnant l'énergie d'un autre système. À long terme, c'est une stratégie parasitaire qui est vouée à l'échec, car le transfert d'énergie entre deux êtres humains n'est jamais efficace à 100%. Il y a toujours une perte. Une dissipation de chaleur. Si vous n'êtes pas le générateur de votre propre ordre, si vous n'êtes pas la source de l'effort qui combat votre propre désordre mental et physique, vous devenez inévitablement un système en déclin, glissant lentement vers l'entropie maximale, c'est-à-dire vers la stagnation et la décomposition de votre potentiel, pour être véritablement vivant et en bonne santé. Vous devez fonctionner comme ce que la science appelle une aiguë, structure dissipative, YOO, ou un système ouvert autonome. Une entité capable de capter le chaos brut de l'existence, les défis, la douleur, la nourriture, l'information, et de le métaboliser activement par ses propres mécanismes internes pour générer de l'ordre et de la structure. Vous devez devenir le moteur et non la cargaison. C'est une réalité froide, mais libératrice de comprendre que la lutte contre le chaos de votre propre vie est votre responsabilité thermodynamique personnelle et incessante. Personne ne peut métaboliser votre nourriture à votre place pour vous donner de la force musculaire, et de la même manière, personne ne peut traiter, digérer et transformer vos épreuves de vie en sagesse à votre place. C'est un travail qui nécessite votre propre combustion interne, votre propre dépense d'énergie libre. Car attendre qu'une force extérieure inverse votre entropie revient à attendre que la gravité cesse d'exister juste pour vous faciliter la montée. Il serait une erreur tragique d'interpréter cet appel à la lutte solitaire comme une invitation au repli sur soi ou à une forme d'égoïsme froid. Car si nous observons attentivement les lois qui régissent les écosystèmes les plus durables de notre planète, nous découvrons un paradoxe fascinant. La véritable connexion ne peut exister qu'entre des entités pleinement autonomes. La nature nous enseigne que la symbiose, cette coopération harmonieuse entre organismes vivants, n'est pas une fusion de faiblesses où deux êtres incomplets s'appuient l'un sur l'autre pour ne pas s'effondrer, mais une alliance de force où chaque partie apporte une compétence et une intégrité structurelle intacte. Regardez une forêt ancienne. Les arbres ne poussent pas en s'agrippant désespérément à leurs voisins pour rester debout. Chacun enracine sa propre stabilité, puise ses propres nutriments et s'élève vers la lumière par la rigidité de son propre tronc. Et c'est précisément parce qu'ils sont individuellement forts qu'ils peuvent collectivement former une canopée protectrice et partager des ressources via le réseau mycorhizien souterrain. Dans cette optique biologique, apprendre à se battre seul est le prérequis absolu pour devenir un membre fonctionnel de toute communauté humaine ou sociale. Car un organisme qui ne peut maintenir son propre équilibre interne devient inévitablement un fardeau pour son environnement. En biologie cellulaire, une cellule qui perd sa capacité d'autorégulation, qui n'arrive plus à réparer son ADN ou à gérer ses déchets, ne suscite pas la pitié du tissu environnant. Elle devient une menace, un foyer d'inflammation, ou pire, une cellule cancéreuse qui commence à drainer les ressources vitales de l'organisme sans rien offrir en retour. La dépendance excessive n'est pas une forme d'amour ou de lien social, c'est, d'un point de vue bioénergétique, une forme de parasitisme qui épuise le système global. Lorsque vous refusez d'attendre les autres pour régler vos problèmes,
lorsque vous assumez la charge totale de votre régulation émotionnelle et de votre progression. Vous passez du statut de consommateur d'énergie à celui de producteur d'énergie. C'est une transformation fondamentale. Pour pouvoir donner, pour faire preuve d'empathie, de soutien ou d'amour véritable, vous devez disposer d'un excédent énergétique, d'un surplus qui ne peut être généré que par un système interne efficace. Et on ne peut pas verser à boire à partir d'une carafe vide, et l'on ne peut pas soutenir autrui si l'on est soi-même en train de s'effondrer sous la gravité de sa propre existence. La lutte solitaire est donc le laboratoire où vous synthétisez la force nécessaire à l'altruisme, car c'est dans le silence de vos propres batailles que vous construisez la résilience qui servira un jour à protéger quelqu'un d'autre. La véritable santé, qu'elle soit physiologique ou relationnelle, consiste à arriver à la table de la vie, non pas comme un mendiant affamé, attendant d'être nourri par la validation ou l'aide extérieure, mais comme un être plein, vital et robuste, prêt à contribuer à l'organisme plus vaste de l'humanité, non par nécessité de survie, mais par la générosité que seule permet la force acquise dans l'autonomie.